Voilà, nous reprenons avec maintenant un temps de débat d'une petite demi-heure et nous avons plusieurs intervenants puisque ce sont tous ceux et celles qui se sont succédés ce matin, donc Pierre Joris, Valérie Gounet et les 5 intervenants et intervenantes de la table ronde. Alors j'ai invité, Gradiela, tu peux vraiment prendre cette table-ci, j'allais dire cette chaise, c'était mal parti. Euh, Graziella Fortino et Laura Faure, qui ont toutes les deux assuré la modération ce matin. Donc, elles ont un peu regardé ce qu'il y avait dans les commentaires. Elles ont tiré ce qui pouvait aussi être un peu des formes d'interpellation. Et puis aussi des questions quand elles ont été précisément indiquées comme étant des questions par peut-être parfois une intervenante ou l'autre. Alors, je ne sais pas laquelle de vous deux veut prendre la parole en premier. C'est Laura qui s'y colle. On t'écoute, Laura. Mais voilà, mais donc merci, merci Christine. Et dans un premier temps, donc bien dire que voilà, sur le chat, il y a eu beaucoup de réactions, un chat très actif de réactions sur cette matinée, sur la clarté des présentations, qui a eu beaucoup de réactions aussi sur ce constat qui a été dressé. Donc là, on va essayer ici dans ce temps de débat de rassembler ça au mieux, de pouvoir poser un maximum de questions qu'on a eues parmi toutes ces réactions. Et alors, une première question, peut-être plus pour Valérie Igounet. Donc, une personne dans le chat, Philippe, demandait le Front National a changé de nom. Il y a quelques années, c'est devenu le Rassemblement National. Et il se pose donc la question de savoir, est-ce que ça ne risque pas de devenir encore plus dangereux sous ce nom qui est couvert de rassembleurs et de rassemblement par le choix de ce mot Rassemblement National? Alors, c'est vrai que le fait de changer de nom en 2018, à l'été 2018, c'était d'ailleurs l'intention. C'était pour, j'allais dire, montrer qu'un nouveau parti pouvait émerger des ruines du Front National. Cette dénomination avait quand même été prise avant, et ça n'a pas vraiment fonctionné. La chose aussi que je veux préciser, c'est que Jean-Marie Le Pen a été expulsé du parti, comme vous le savez, et que ça montrait aussi, c'était dans la bonne direction par rapport à cette soi-disant nouvelle identité. Donc c'est vrai qu'il essaie, Rassemblement national, est-ce que c'est bien choisi? Il y a toujours le mot national, mais il y a cette notion de rassembler qui, en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça c'est clair. Merci. Alors, une question pour Monsieur Jacquinet. Alors, donc, il y a un peu il y a dans la société humaine une très mauvaise transparence et vision sur le nécessaire, rencontre de l'offre et de la demande des services qui va au-delà du travail, pensons aux aidants proches. Or, pour la dignité humaine, il est important que chacun, selon ses capacités, puisse être valorisé par son apport à la collectivité. C'est un grand défi pour notre société. Et quelles seraient les propositions pour ce grand défi ? Oui, c'est une question très très vaste celle-là. C'est la question des rôles sociaux et des différents rôles sociaux qu'on tient dans la société d'aujourd'hui. Moi, j'ai mis l'accent évidemment ici plus sur le public des personnes qui sont salariées, indemnisées dans le cadre de l'assurance maladie, mais qui tiennent, comme je le disais aussi, je pense dans mon exposé, plusieurs rôles en fait sociaux concomitants d'ailleurs, dont notamment les aidants proches dont on parle ici, des aidants proches qui sont peu reconnus, qui sont reconnus récemment, mais de manière très symbolique, qui ne le sont pas, entre guillemets, financièrement, en tout cas, si ce n'est par de petites indemnités, notamment au nord du pays, qui ne le sont pas encore, en tout cas dans la partie francophone. Et donc, effectivement, cette reconnaissance du rôle social, de l'apport, entre guillemets, social, au même titre, par exemple, que les femmes au foyer, comme on disait hier, qui le sont de moins en moins et heureusement, mais qui, quelque part aussi, contribuent par l'éducation des enfants ou par leur rôle d'aidant
évidemment proches de leurs parents, de leurs petits-enfants, etc., a un apport réel. Donc je pense que cette question, elle va nous préoccuper. Elle est en lien avec des réflexions très difficiles et très complexes, par exemple, qui sont les réflexions qui tournent autour de l'allocation universelle, par exemple, aussi comme alternative au modèle actuel, avec l'enthousiasme, l'ambition de ce projet, mais aussi évidemment toutes les questions qu'elle peut poser de fond, d'articulation avec d'autres dispositifs sociaux et de fragilisation évidemment du système de protection sociale tel qu'il existe aujourd'hui. Donc ce sont des questions délicates, mais ce sont des questions auxquelles on va devoir s'atteler, puisque comme je le disais dans mon exposé, le travail se fait rare, de plus en plus rare, mais l'activité, elle reste là. Merci. Et donc moi, je vais relayer une question et des réactions donc, à Fatima Zibou, donc, où en effet on a vu suite à l'intervention beaucoup de réactions donc, sur cette lourdeur administrative, cette lourdeur du numérique qui renforce donc, la fracture sociale, qui va aussi creuser de plus en plus les discriminations, notamment avec des publics qui sont déjà fort éloignés, qui se retrouvent de plus en plus éloignés. Et donc il y a une dimension de désaffiliation qui est fondamentale, qu'il faut pouvoir s'en saisir. C'est une réaction de Jean-Nicolas. Et donc, voilà, comment faire, et surtout avec des publics qui sont les plus éloignés de ces services. Et une autre réaction aussi, une autre question à laquelle on pourrait tenter de répondre, c'est est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, si des actions mises en place à Bruxelles, comme les CV fantômes, ont eu un impact, ou d'autres pistes qui ont pu avoir un impact sur Bruxelles? Merci pour ces deux questions. Alors, comment faire face à ces désaffiliations dans le cadre d'une institution? Je pense qu'il faut faire preuve de créativité et d'innovation. On est à l'ère de l'agile, on se doit d'être agile par rapport aux circonstances actuelles. On se rend compte que fermer et réduire l'offre de services au télétravail pénalise les personnes qui sont les plus fragilisées parce que voilà, on n'a pas de la connexion, on n'a pas un safe space pour pouvoir parler de son parcours parce que c'est pas toujours évident, parce que les enfants sont à la maison, etc., etc. Et donc pour cela, il faut trouver une façon pour faire en sorte que les institutions peuvent se déplacer. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on attend aussi que le public vienne vers les institutions, mais peut-être qu'il faut innover pour réfléchir à comment les personnes qui travaillent au sein des institutions vont vers les publics les plus fragilisés. Et je pense que là, en fonction de chaque institution, quelle qu'elle soit, doit faire preuve d'innovation en fonction de son public cible pour essayer d'aller vers les personnes qui sont les plus touchées, mais toujours dans une approche d'empowerment, c'est-à-dire pour accompagner la solution. Nous, par exemple, ce qu'on a fait de façon très concrète, c'est que nous avons identifié une série d'associations de lutte contre la discrimination, que ce soit sur les questions liées au genre, sur les questions liées au handicap, sur les questions liées à la pauvreté, etc. Et donc, on a réuni ces acteurs-là et on a réfléchi ensemble pour voir, tiens, comment est-ce qu'on pouvait créer plus de matching entre l'offre du service public et les acteurs de terrain, les acteurs de première ligne qui sont de véritables experts, qui ont aussi une expertise du vécu, et essayer de créer le lien entre les deux. On a eu 2 réunions de travail qui se sont super bien déroulées et qui ont amené vraiment des réflexions très, très pertinentes sur comment est-ce qu'on revoit notre façon de pouvoir toucher les publics les plus fragiles. Mais ça, je pense que chaque acteur, là où il se trouve, doit se poser la question de se dire, moi, comment, là où je suis, dans ma ville, dans ma commune, dans mon quartier, je peux essayer de répondre à ce fossé qui est terrible entre les institutions et le public. Pour la deuxième question, l'impact des CV fantômes, j'imagine qu'on fait aussi référence au CV anonyme, au testing. Alors là, très clairement, les évaluations ne sont pas très positives. Il n'y a pas eu beaucoup de testing qui ont été opérés, malgré le fait qu'à Bruxelles, il y a une ordonnance qui le prévoit. Les chiffres sont vraiment dérisoires. Donc, l'inspection régionale qui est chargée de faire les testings, je pense, ça ne dépasse pas 10 à 15 finalement sur toute une année. Donc, il y a une évaluation qui a été faite par UNIA, qui a publié un rapport en décembre dernier pour essayer de modifier cela. Mais je pense qu'il faut
qu'il faut vraiment encourager les personnes concernées qui sont touchées par la discrimination à éventuellement eux-mêmes faire leur propre testing. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est de ne pas hésiter à s'adresser à UNIA, à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, ou même à Actiris Inclusive pour les accompagner dans cette démarche-là. Donc voilà, concernant le bilan des DCV fantômes, testing, CV anonyme. Merci. Alors, une question pour tous les intervenants, qui est un peu plus générale. Alors, est-ce que vous observez le lien entre ce déclassement, cette désaffiliation, la fragilisation de la démocratie? Quel regard les personnes portent-elles sur les institutions et le monde politique? Observez-vous un risque de séduction par des discours simplificateurs, populistes et d'extrême droite? Qui souhaite répondre à ces multiples questions? Proposer de faire un tour où chacun pourra, Voilà. par rapport à la manière dont il réceptionne la question, s'exprimer. On va le faire dans l'ordre. Alors, Pierre, et puis Valérie. Oui, pas de souci. C'est évidemment une question extrêmement large. Pour ma part, je ne suis pas certain qu'on puisse faire des liens automatiques entre des choses que l'on observe en concomitance les unes par rapport aux autres. Donc, les fractures sociales, elles sont observées, elles sont documentées. Les différentes interventions de ce matin les expriment extrêmement bien. Maintenant, est-ce que ce déploiement de fractures sociales est à la base de la séduction de l'extrême droite? Eh bien, moi, je suis perplexe. Parce que, par exemple, en Wallonie, on ne voit pas de groupe d'extrême droite qui perce. Peut-être que ça finira par venir, mais pour le moment, la Wallonie n'est pas moins fracturée que ne peut l'être la France ou le nord de la France, donc Hénin, Beaumont, etc. Mais l'extrême droite ne perce pas. Par contre, chez nos homologues flamands, on voit que le Vlaams. Donc, moi, je ne ferai pas automatiquement un lien de cause à effet parce qu'il y a des concomitances. En même temps, ce que j'évoquais dans l'exposé, des personnes qui sont dans une situation de fragilité et auxquelles on a expliqué qu'elles sont dans le fond responsables elles-mêmes de leur situation parce qu'on leur a donné les chances et qu'elles n'ont pas saisi les chances, il y a une hypothèse qui est que pour ne pas se mépriser soi-même, on est dans la haine des autres. Et la haine des autres, évidemment, c'est un facteur favorable pour des situations délétères. Mais je vais juste terminer en exposant que, quoi qu'il en soit, les fractures qui ont été décrites, elles méritent qu'on se bagarre contre. Même sans le souffle de l'extrême droite dans notre Bien groupe, entendu. il faut se bagarrer contre les fractures sociales. Ça me semble une évidence. Et peut-être pour relancer la question, alors dans la suite des interventions qu'on a eues vers Madame Higounet, j'ai l'impression que ce que Pierre dit aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a une demande, mais il y a aussi une offre. Et ça dépend aussi de l'offre. En Wallonie, on n'a pas une offre très structurée. En France, davantage. Je suis totalement d'accord avec vous. On a une offre beaucoup plus structurée, mais on a aussi surtout, ce que je disais tout à l'heure, hein, on ne croit plus dans ce gouvernement de gauche. Les personnes rencontrées disent que cette dernière personne, à savoir François Hollande, qui pouvait, entre guillemets, les sauver, n'a pas rempli sa mission. Donc, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important en France. On ne croit plus dans la gauche. Je vous parle évidemment des anciens électeurs de gauche. Hein. Et donc, comme je vous le disais dans cette intervention, pourquoi on n'essaierait pas le Front National, puisque c'est totalement le Rassemblement national. Donc, aujourd'hui, ça devient totalement banalisé et on croit en cette femme, hein, fille de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire Marine Le Pen. Alors, outre ça, il est évident que pour nous, il y a une crise de la démocratie, hein, c'est sûr. Et il y a aussi cette séduction par l'extrême droite s'opère aussi par le rejet là, de l'étranger. C'est vraiment quelqu'un qui est accusé de tous les maux en France. Et on voit bien aussi que
il trouve à chaque fois une explication, j'allais dire, pour rejeter, que ça soit une explication sociale, hein, une explication aussi contextuelle. Hein. Il est évident aussi qu'ils sont accusés, les immigrés, de tout ce qui porte à la délinquance, etc., etc. Donc, on a vraiment une solution aussi dans le Rassemblement national pour ça. Après, il y a aussi un autre facteur qui est lié au contexte d'aujourd'hui. J'allais dire, ça semble très étrange peut-être d'en parler là, mais c'est Internet. C'est vrai qu'il y a énormément de sites aujourd'hui complotistes et d'extrême droite qui ne cessent de développer cette offre et justement cette demande. Je voudrais revenir sur une dernière chose, et puis après je vous laisse tranquille, c'est par rapport aussi justement à un concept complotiste qui est le grand remplacement, hein, et qui explique en 2 mots que les élites dirigeantes, donc là on est dans le complot, hein, des élites dirigeantes, c'est le mensonge, hein, sont en train d'organiser un grand remplacement, c'est-à-dire la substitution du peuple européen par justement ce peuple issu de l'immigration. Tout ça pour vous dire qu'en France, justement, après une enquête de Conspiracy Watch et de la Fondation Jean Jaurès, il y avait énormément, plus du quart de la population française qui croyait dans ce grand remplacement. Donc, rejet de l'étranger et séduction par l'extrême droite qui s'explique, entre autres, par ces faits mentionnés. Oui, merci à Madame Higounet. Alors, Gaëlle, c'est à ton tour de nouveau de reprendre cette question, ce lien entre les deux. Comment est-ce que toi tu le perçois et qu'est-ce que tu as envie d'en dire? D'abord, que peut-être qu'on n'a pas d'extrême droite très structurée en Wallonie, mais c'est pas pour ça que les idées d'extrême droite ne circulent pas. Donc c'est un fait, mais voilà, nous, dans notre formation syndicale, on peut vraiment pas dire qu'on en est vacciné ou que c'est un travail qu'on doit faire au quotidien. Et ça, voilà, peut-être qu'une des armes, c'est l'éducation permanente, qui est notre méthode, hein, qui est le fait de justement donner la parole, de justement écouter, pouvoir dire et construire ce lien de confiance. Comme le disait Bernadette, c'est ça, à partir du moment où la personne déjà se sent écoutée, où il y a un certain service, où on peut dire les choses et où on peut avoir une discussion franche et dans un lieu sûr, enfin, voilà, où les choses peuvent se dire, je pense que peut-être on peut aider à ne pas... Enfin voilà, ne pas sombrer vers l'extrême droite. Sans doute qu'on a une grande chance en Wallonie de ne pas avoir de grands leaders charismatiques qui permettent de polariser les choses. Et juste pour recadrer dans le débat, je crois que un des premiers partis politiques en Wallonie, c'est quand même l'abstention et les votes blancs. Et donc ça, c'est pas très rassurant parce que par rapport à l'adhésion à la démocratie, c'est pas... Voilà, ça nous pose quand même question. Donc c'est pas qu'on est du tout à côté du... Je trouve qu'on a un énorme travail à faire quand même, avec nos collègues aussi du nord du pays, où là, c'est beaucoup plus marqué, et c'est beaucoup plus visible, et c'est aussi dans nos rangs de syndicalistes. Et donc là, je pense vraiment que voilà, il y a les fractures dans les publics les plus fragilisés, c'est sûr, mais les publics les plus favorisés de nos publics à nous syndicaux ne sont pas du tout immunisés contre les idées racistes, d'extrême droite, etc. Donc je trouve que voilà, je ne voudrais pas que le débat soit tiens, il y a des fractures, donc des personnes les plus précaires, c'est elles qui vont aller voter pour l'extrême droite. C'est pas du tout ça. En Flandre, ce qui se passe, c'est pas du tout ça. Donc il faut voilà, peut-être mesurer, je voulais apporter ça dans le débat, quoi. Absolument, et appréhender que c'est une question effectivement beaucoup plus complexe. Et juste pour info, il y a effectivement la question de l'abstention, et il y avait quand même chez nous 8000 personnes en Wallonie qui avaient voté pour le Vlaams-Belang et dont elles n'attendaient finalement même pas qu'elles prennent un rôle, puisque ce parti n'intervenait pas, mais pour exprimer effectivement quelque chose. Merci Gaëlle. Et donc, si nous pouvons avoir Madame Schack en ligne, Bernadette, je vous poserai alors la même question avec quel est votre avis par rapport, qu'est-ce que vous avez envie de dire, soit de manière complémentaire, soit de manière différente. Je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites. Et entre autres, le fait, j'ai trouvé très intéressant dans les différentes interventions, en fait, cette histoire, cette problématique de la responsabilisation individuelle, elle est très claire par rapport à l'emploi, par rapport au logement, c'est les mêmes mécanismes à l'heure. Il ne faudrait pas en plus qu'on considère comme individuellement responsables les pauvres, les plus pauvres, d'être les responsables de la montée de l'extrême droite. Donc je pense que plusieurs personnes
ont bien nuancé le lien entre la fracture sociale et les dites fractures sociales et la montée de l'extrême droite. Mais par rapport à la situation concrète en Wallonie et à Bruxelles, je pense que ce qu'on doit se dire, c'est que la situation peut changer très vite. La situation peut se modifier en très peu de temps. La situation est mûre partout pour que ça puisse arriver. En tout cas, on doit le savoir, que ça peut arriver, ça peut aller très vite. Et comme je ne sais plus qui l'a dit, mais ce n'est pas seulement les partis d'extrême droite qui sont un problème, ce sont les idées d'extrême droite. Et là, effectivement, elles sont malheureusement bien présentes partout, y compris en Wallonie et à Bruxelles. Alors, je pense que ce qu'on doit se dire, c'est que l'objectif, ce n'est pas seulement d'empêcher le développement de partis d'extrême droite, mais on arrivera fondamentalement à changer les choses que si on change fondamentalement les politiques, parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas seulement éviter le développement des partis d'extrême droite, c'est vraiment changer les politiques, donc changer de société, changer de politique sociale, etc. Merci. Alors, je vais tout juste intervertir un petit peu l'ordre parce que, en fait, David Prel va avoir Oreste qui débarque chez lui pour tout bouleverser. Et donc, s'il est encore en ligne maintenant, je lui céderai immédiatement la parole. Pardon, David, j'avais presque oublié cet inconvénient. Non, mais désolé, ce n'était pas du tout prévu, mais ce sont les joies du télétravail. J'ai envie de dire que il n'y a pas de lien systématique, automatique entre toutes les fractures dont on a parlé et un vote d'extrême droite, mais je rejoins globalement tout ce qui a été dit. Ça ne doit pas moins nous inquiéter. Il y a quand même ce contexte global et la crise sanitaire l'a accentué de SAP qui alimente un climat général de désaffiliation, de manque de défiance même à l'égard du système. Et puis quand même, le je ne suis pas raciste, mais qu'on entend depuis très très longtemps, il y a une espèce de décomplexion par rapport à ça, qui est alimentée aussi par le politique, particulièrement au nord du pays, mais pas seulement, et qui est tout à fait rampant. Je trouve que c'est quand même très très présent. Ça doit continuer à nous interpeller. Personnellement, je me demande comment les gens qui ont eu les situations les plus compliquées continuent à croire dans le système et les institutions, parce que il faut vraiment s'accrocher quand on voit ce que ça produit. Et pour terminer, ce que j'essaie de mettre en évidence, cette histoire de gestion de la pénurie, ce qui est très interpellant, c'est même sans ces a priori-là, comment une série d'acteurs finissent par se désensibiliser complètement par rapport à la violence institutionnelle qu'ils produisent eux-mêmes, même sans qu'on puisse se dire qu'ils ont des idéaux ou qu'ils adhèrent à des valeurs d'extrême droite. Et ça, c'est un versant très, très dangereux pour moi. Et je rejoins tout à fait ce que Fatima disait tout à l'heure sur cette idée ça doit être la responsabilité de chacun d'essayer de réparer ces fractures-là pour au moins endiguer encore ce qu'on peut endiguer. Et cette éthique du care, dont elle parlait, cette éthique du soin, d'avoir des postures bienveillantes. On le voit dans les exemples que Bernadette donnait aussi. Chaque fois qu'il y a des contacts qui se passent bien, alors c'est vider la mer à la petite cuillère, mais un accompagnement où les gens se sentent entendus, soutenus, ça peut changer la donne. Voilà, c'est pas une solution miracle, mais c'est une parmi d'autres. Non, mais tu rappelles là-dedans quelque chose de très important, c'est aussi dans un système où l'implication des personnes est de moins en moins prise en compte, ce n'est plus tellement que la population est défiante des institutions, c'est aussi que les institutions marquent une défiance par rapport à la population. Et j'ai l'impression que je l'ai entendu dans pas mal d'interpellations que vous avez faites. Et donc, on parlait d'éthique du care. Serge, tu en as parlé aussi. Je te donne aussi la parole pour un avis sur cette question qui a été évoquée. Merci. Je serai aussi très prudent à faire effectivement un passage trop rapide de lecture de fracture sociale directement vote à extrême droite. Non, je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas. Néanmoins, ça s'exprime. Ça s'exprime dans nos permanences sociales. Et c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure dans mon exposé, c'est-à-dire les deux dangers que je vois poindre, mais qui sont pointés depuis de longue date de la démocratie aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part l'infantilisation et presque son
répondant, c'est-à-dire on endosse du coup l'habit de la victime. Je suis victime. Et si je suis victime, je suis défiant. Et je suis défiant envers l'État, je suis défiant envers les institutions. Les institutions doivent être très attentives à ça, parce que, on l'a dit tout à l'heure aussi, hein, on est rentré dans des et le Covid le montre très bien, on est rentré dans des relations institutionnelles avec les usagers qui sont assez déshumanisants. On n'est plus dans des rapports nécessairement humanisants. La digitalisation, effectivement galopante actuellement, pose vraiment de grosses questions. On ne fait pas, via la digitalisation, on ne crée pas la même relation avec la personne. D'autre part, la mutualité est quand même, il faut quand même passer aussi, s'interroger, passer de l'autre côté du mémoire, et on le fait régulièrement pour nos collaborateurs, c'est de dire nos systèmes sont violents. Si nos affiliés, nos membres, n'ont plus de relation avec l'institution mutuelle qu'au travers d'une mission de contrôle et de gestion, on a un problème. Donc il faut un équilibre, évidemment, entre la fonction de conseil, d'accompagnement, d'aide ou d'assistance, et cette fonction légitime, que moi je ne remets pas nécessairement en cause, de contrôle. Mais il ne faut pas l'amplifier non plus. Il faut pouvoir mettre les choses dans le bon ordre et au bon endroit. J'arrête là, mais je donne un exemple. Lorsque un médecin conseil reçoit un certificat médical, le certificat médical, il a une histoire avant la transmission à la mutualité. C'est un prestataire de soins qui prescrit l'incapacité. Et j'imagine bien, et moi je lui fais confiance la plupart du temps bien sûr, qu'il ne fait pas ça de manière anodine. Donc, est-ce qu'il est vraiment utile aujourd'hui, absolument, de pouvoir voir quelqu'un, de ne pas authentifier quelque part un peu ce positionnement d'un prestataire qui, à un moment donné, cette personne-là, je suis bien obligé de la mettre en arrêt de travail, même si je sais que cet arrêt de travail n'est pas bon. Et donc, moi, dernière chose aussi, je voulais quand même aussi attirer l'attention là-dessus, c'est qu'effectivement, je dis souvent aux assistants sociaux, vous savez, l'éducation permanente, ce n'est pas seulement le collectif, hein. Ça se fait aussi dans le contact en face à face. Hein. Quand j'ai l'expression, je dirais, d'une frustration, d'une défiance, d'un ras-le-bol, parfois raciste, effectivement, sous ce mode-là en tout cas, mais je dois réagir. Je dois réagir, je dois écouter, je dois entendre, mais je dois aussi me positionner. Je dois remettre un contexte. Et je pense que aujourd'hui, moi, ma crainte, parce que j'ai écrit d'autres articles dans le passé, hein, c'était sur la souffrance des travailleurs sociaux au travail, parce que ce n'est pas un métier facile, bien évidemment, et c'était plutôt, j'attirais l'attention sur le fait que cette souffrance, si elle n'est pas travaillée dans des collectifs, en intervision, en supervision, etc., elle peut à un moment donné faire obstacle non seulement à l'expression de la souffrance de l'autre, je suis quand même payé pour l'entendre, cette souffrance, et pire que ça, elle peut rajouter de la violence, puisque quelque part, la personne n'est plus à même d'entendre. Or, c'est notre métier d'entendre cela. Bien entendu. Merci. Et tu poses aussi, Simon, la question que les travailleurs sociaux doivent pouvoir réinscrire dans l'histoire de la personne ou en tenir compte que ce qui leur arrive à un moment donné, la personne avec son dossier ou un certificat, ils doivent prendre en compte, et c'est ça qui est parfois devenu difficile dans notre course à être rationnel et rapide, qu'en fait, il y a une histoire derrière et qu'il y a un a priori de confiance à donner, en fait. Et donc, sur cette même question, et je pense que ce sera la dernière, ou alors peut-être une minute, s'il y a encore quelque chose, ça, je vous fais confiance, c'est pour Fatima Zibou aussi de pouvoir, si vous êtes encore avec nous, de pouvoir réagir à cette question d'une articulation qui serait trop rapide et trop facile entre fracture sociale et vote d'extrême droite, pour le dire comme ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment un réel plaisir de vous écouter. Ce genre d'espace de discussion me manquait terriblement parce qu'on voit une véritable convergence sur les constats et sur les perspectives. Et j'espère que les politiques sont inscrits à cette semaine sociale parce qu'elle est vraiment importante et vraiment riche en termes de pistes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le lien avec la fragilisation de la démocratie et le déclassement, chez nous, en Belgique, il se reflète plus par effectivement l'abstention, qui est une des plus grandes forces politiques du pays. Rappelons que lors des élections locales, c'était 1 million de personnes qui sont abstenues. Lors des élections, lors des dernières au niveau fédéral, c'était 1,4 million. Et la Wallonie a été particulièrement touchée. Rappelons que c'est 1 personne sur 5 qui n'a pas été votée. Et à travers ça, c'est aussi un vote de protestation et qui aussi dénote cette désaffiliation dont on vient de parler. Et par rapport à l'extrême droite, effectivement, on en est protégé de façon structurelle d'un point de vue de parti. Mais je suis d'accord avec Bernadette, ça peut basculer très vite. Il y a cette
expression hein, qui dit que quand la France a un rhume, la Belgique éternue. J'espère vraiment que ce ne sera pas une prophétie autoréalisatrice, j'espère de tout cœur. Et pour cela, il faut qu'on lutte contre cette désaffiliation à travers notamment le fait de travailler sur l'insertion socio-professionnelle qui est très important. Et on sait que dans les prochains mois, le marché de l'emploi va être terriblement impacté par la crise. On ne l'a pas encore maintenant. C'est dans les prochains mois qu'on va vraiment sentir. Et donc, on doit aussi, hein, les travailleurs sociaux, les institutions, les politiques, tout le monde réfléchir aussi à faire un véritable travail sur les enjeux du métier, du digital, de l'environnement, où il y aura véritablement des métiers qui vont être transformés. Et aussi, sur ce qui m'inquiète personnellement le plus, c'est l'isolement social. Hein. Je veux dire, ces confinements ont fait en sorte que les gens se sont complètement enfermés entre quatre murs. Et ça a été aggravé avec le numérique. Aujourd'hui, on pense que on peut tout régler par le numérique. Même moi, qui est universitaire, je galère parfois pour ma mutuelle ou pour des choses comme ça. Alors, que dire d'une personne qui n'a peut-être pas les codes? Et je pense aussi, pour terminer, qu'il est nécessaire que toute politique, que toute action qui soit mise en place, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau gouvernemental, au niveau des institutions du service public, au niveau des institutions dans lesquelles travaillent les personnes participants, qu'on arrive à un moment donné à penser des mesures avec les concernés. Tant qu'on n'intégrera pas les concernés dans la façon dont on veut répondre à leurs défis, on n'y arrivera pas. C'est ce qui amène à avoir des mesures où on dit qu'on pourra faire du kayak ou faire du ski, je veux dire, ou alors parler à une politique de jardin. Hein. Vous voyez, vous rappelez l'histoire on peut passer par le jardin pour pouvoir accéder, avoir des invitations. Ça montre à quel point il y a une déconnexion totale entre ceux qui prennent des mesures et les réalités que nous rencontrons au quotidien sur le terrain. Merci beaucoup, Fatima. C'est une parole particulièrement précieuse pour pouvoir, je veux dire, presque terminer. Maintenant, Graziella ou Laura, si vous voyez encore une question qui vraiment est un peu incontournable à poser à une personne, ce sera la dernière avant la pause de midi. Je vous laisse la parole. Il y aurait en fait beaucoup de choses encore à dire. Il y a eu vraiment énormément de réactions qui revenaient souvent, notamment, et qui ont fait écho à ce qu'on a déjà dit. Donc aussi que cette crise aujourd'hui, avec le télétravail obligatoire, le tout au numérique, cet abandon, il est encore plus criant. Et de voir à ce niveau-là peut-être les stratégies donc, du coup, qui peuvent être menées pour inverser ces processus lourds de contrôle de personnes ayant droit, mais aussi des questions plus larges, justement, aussi sur les pistes d'action, sur le changement de système, des changements aussi au niveau du logement, de paradigme au niveau du logement, donc développer des habitats de qualité avec des loyers accessibles, plutôt que de pousser à une acquisition qui devient inaccessible. Ce sont autant de pistes. Donc voilà, ça a été très très riche. Peut-être justement, oui, une dernière question, ce serait sur les stratégies que des conseillères de l'action sociale peuvent mener pour justement inverser un processus plus lourd de contrôle des ayants droit. Donc peut-être pour Bernadette Schiack, pardon. Bernadette, est-ce que vous êtes encore là? Vous aurez le dernier mot. Là. Ah, mais j'aime bien cette question-là parce que pour moi, elle est vraiment très, très importante. Donc, évidemment, comme tous les autres intervenants, on a dû très résumer ce qu'on aurait voulu pouvoir dire. Il y a une grosse difficulté pour la défense des usagers des CPS, c'est que c'est une institution très opaque. Toutes les décisions se prennent à huis clos, aucun débat public, soi-disant pour le respect de la confidentialité, mais ça n'a pas aucun sens. Évidemment, on ne demande pas le débat public sur les situations individuelles, mais tout le reste qui se passe dans les CPS, toutes les décisions qui se prennent sont des décisions fondamentalement politiques. Et d'ailleurs, la direction d'un CPS, ce sont des mandataires politiques. Et en général, je suis désolée de le dire, mais ils jouent mal leur rôle. Ils respectent le secret des délibérations, ils respectent le huis clos et ne portent pas le débat en public sur les options prises par les CPS. Donc là, il y a vraiment énormément de travail à faire. Et si des conseillers sont prêts, comme d'ailleurs des travailleurs sociaux, si certains conseillers sont prêts
contacter la DAS, à essayer de voir ensemble quelles pistes dégager pour une meilleure défense des usagers des CPS. Nous les accueillerons les bras ouverts, avec nos critiques, avec nos revendications, avec nos options, mais ce serait l'avenir. C'est à la fois d'agir ensemble avec les usagers, avec les conseillers, avec les travailleurs sociaux et les associations de défense. Donc là, il y a énormément de travail à faire. Si des conseillers sont disponibles pour le faire, ce serait merveilleux. Merci beaucoup Bernadette. C'est un appel à une intelligence dans les alliances, mais vous avez, je crois, toutes et tous dit qu'il fallait le faire avec les gens. Et donc, on sent bien que ce que disait Dominique en introduction, c'était bien ça. En passant par les fractures sociales, on passe aussi par une analyse de la vigueur démocratique et que l'approfondissement de la démocratie est évidemment au cœur de ce qui peut nous faire avancer. Je vous remercie vraiment chaleureusement toutes et toutes d'avoir accepté de participer aussi avec l'épreuve pour les tables rondes qui est effectivement assez courte. Merci à vous aussi pour vos commentaires et vos questions que nous allons conserver précieusement puisqu'il y a aussi des pistes qui sont proposées. Ce serait vraiment dommage de les perdre. Je vais vous proposer maintenant de prendre la pause de midi, de se déconnecter, de se reposer un petit peu les yeux. Cela dit, si vous le souhaitez, à la technique, on ne coupe pas. Et donc, jusqu'à 14h, il y a des petits films qui vont passer. Alors, ce n'est pas des Walt Disney, évidemment. Ce sont, dans la toute grande majorité des cas, des films qui reflètent les actions qui se font en mouvement, qui ont eu lieu ou qui sont en cours. Et 2 ou 3, parfois un peu plus longs, mais qui sont intéressants parce qu'ils concernent, d'une manière ou d'une autre, le thème. Si vous n'avez pas l'occasion de les voir, mais que ça vous intéresse d'avoir la listing, il suffira de le demander, on vous l'enverra. Et on se retrouve à 14h avec Renaud Mas et on poursuivra un petit peu dans la suite de ça une analyse de ce qui s'est dit ce matin. Merci beaucoup, à tout à l'heure.